Avec vous sur Sud Radio et nous prenons l'antenne à 10h30 pour débattre et commenter l'actualité avec vous en cette journée de grève, de mobilisation. Appelez-nous pour nous dire comment est-ce que vous gérez ces transports, si vous êtes dans les bouchons. Et puis on va commenter évidemment la mobilisation. Aujourd'hui, enseignants, hôpitaux, les internes sont en grève. On en parle avec vous, 0826 300 300, avec également Éric Joly, président fondateur du cabinet de conseil Clay. Bonjour. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Éric Verhaeghe, vous êtes entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Et Brice Nkonda, bonjour. Vous êtes conseiller régional UDI d'Île-de-France et candidat à la mairie de Gennevilliers. Merci à vous d'être là, d'avoir réussi à arriver jusqu'ici, ce qui n'est pas évident forcément tous les jours. On va parler de justement ces salariés, ces petits commerçants, ces artisans, les grands perdants de la grève. Il faut aussi penser à eux, une grève finalement qui touche les plus pauvres et en tout cas ceux qui sont parfois même on a entendu une chef d'entreprise qui nous disait que ces femmes de ménage qui habitent en banlieue ne peuvent pas aller travailler. On va parler de la pénibilité dans le nouveau système. Comment va-t-elle être prise en compte? Et puis Édouard Philippe peut-il convaincre? A-t-il encore des marges de manœuvre? On va parler de tout ça avec vous. Commençons peut-être avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je ne sais pas, Brice Nkonda, on va commencer avec vous. Écoutez, mon coup de gueule, déjà bonjour Valérie. Bonjour. Le coup de gueule porte effectivement sur les tracas que connaissent les usagers par rapport aux grèves qui s'annoncent et qui vont a priori durer. Et qu'il faut effectivement pouvoir déjà petit 1 assurer un service minimum. Et au niveau de la région, avec Valérie Pécresse, on a beaucoup œuvré pour qu'il y ait un remboursement du Navigo si le service minimum n'est pas respecté. Alors soit un système de remboursement, soit un système de prorogation de l'abonnement, dans la mesure où ils ne peuvent pas avoir le niveau de service escompté par rapport au prix payé. Ça me semble important parce qu'on s'engage... Et ça, c'est de votre ressort? Comment vous allez faire Oui, parce qu'en fait, donc Valérie Pécresse et je suis moi-même administrateur d'Île-de-France Mobilité, c'est ce qu'on a demandé aux opérateurs, que ce soit la RATP ou la SNCF, que les usagers, sur cette grève qui s'annonce assez longue, puissent être dédommagés du fait de ne pas avoir un niveau de service qui soit à la hauteur. Oui, j'en pensais quoi? Je pensais que les centristes étaient des gens modérés. J'espérais que vous souteniez le droit de grève. Aujourd'hui, il y a un droit de grève qui s'exerce. Forcément, ça a un impact, ça a des répercussions sur la mobilité. Je le soutiens. Tant mieux. Je vois que dans la famille, je note quand même que dans la famille politique de Valérie Pécresse, beaucoup veulent réformer le droit de grève et donc c'est pas mon cas. Étendre le recours au service minimum, notamment dans la question sur les transports. Quand il y a une mobilisation aussi importante, on ne peut pas reprocher qu'il y ait des blocages dans la circulation, quelle qu'elle soit, et évidemment, ça a des désagréments, sur les usagers. Oui, mais quels usagers? Ça va être notre débat, ça va être dans notre débat tout à l'heure. Mais le pouvoir de nuisance, je vais employer un gros mot, qu'ont quand même les gens qui travaillent dans les transports, est considérable et a des répercussions. Et même là, on parlait du pass Navigo, c'est-à-dire que vous payez votre pass Navigo, vous l'avez payé pleinement et finalement, vous n'en avez pas pour votre argent, pardon. En quoi c'est briser le droit de grève que de dire on va rembourser? Non, je parle pas du remboursement. Je parle pas du remboursement. Je parle de la possibilité, ou en tout cas de s'étonner, en tout cas des commentaires que l'on passe la journée à faire sur les désagréments effectivement liés aux conséquences. Le service minimum est aussi dans la loi. Mais il est dans la loi, mais il n'y a pas de caractère impératif. En tout cas, quand il y a des mobilisations aussi intenses comme celle qui sont... C'est bien le sujet. Ce qui est choquant, c'est que pendant ce temps-là, les usagers continuent à cotiser pour payer la retraite des gens qui font grève. Et si vous voulez, à un moment donné, il faut savoir mettre une frontière à la décence. C'est que quand vous mettez en grève pour défendre un régime spécial de retraite financé par les autres... Le sujet, c'est la gêne occasionnée sur les usagers, ou le sujet, c'est un sujet d'ampleur qui engage des générations et des générations. Le sujet de la réforme des retraites. Les usagers sont ceux qui financent les deux, mon capitaine. Non, le sujet, c'est les générations qui arrivent et le projet de réforme, qui est un projet de réforme très structurant et qui donc... possiblement peut causer des désagréments pour gagner des conquêtes. On va y revenir. Mislout nous dit une grève qui ne gêne personne n'est pas une grève. Je suis d'accord avec vous, sauf que à part les transports, je vois pas très bien quelle grève vous gêne dans votre vie quotidienne. Quand vous êtes parent d'élèves et que vous devez devoir garder les enfants, l'école, le service public, les hôpitaux. C'est la définition même du service public. Sauf que ni les hôpitaux ni les policiers ne font grève, ne peuvent faire grève réellement. Quand vous bloquez des raffineries, quand vous bloquez des
C'est transport, c'est toujours le transport. On va y revenir, évidemment, puisqu'on voit que ça suscite beaucoup de réactions. Pierre Jacquemin, votre coup de cœur ou coup de gueule ? Moi, je trahis pas ma tradition, c'est plutôt un coup de gueule parce que j'ai vu que les Républicains essayaient d'exister toujours et toujours plus, et après nous avoir fait des propositions de loi comme jusqu'à récemment, et notamment Monsieur Retailleau qui nous a fait une proposition de loi visant à réformer le droit de la grève. Là, j'ai noté une proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Grand qui propose une loi visant à réprimer pénalement la diffusion d'images de forces de l'ordre. Pourquoi fait-il ça ? Il fait ça parce qu'aujourd'hui, il y a des abus de violence, des excès de violence de la police et des forces de l'ordre dans les manifestations, et qu'aujourd'hui, on voudrait interdire aux manifestants, et notamment aux journalistes, de pouvoir filmer des scènes qui sont ces scènes que l'on voit, qui scandalisent à peu près tout le monde, de violence, de faits de violence de la police engagée envers les manifestants. Et je trouve ça profondément choquant, notamment sur le plan du droit des journalistes à pouvoir exercer leur métier en direct de manifestation, quand il y a des abus et quand il y a des violences qui s'exercent sur les manifestants. Et par ailleurs, ça fait aussi écho avec un autre sujet qui est apparu hier, et qui fait qu'il y a eu ce syndicat indépendant des commissaires qui ont révélé par Twitter une liste de journalistes qui sont des journalistes très mobilisés, qui sont des journalistes engagés évidemment, mais qui sont mobilisés et qui sont des journalistes qui restent des journalistes dans les manifestations, et qui ont diffusé une liste d'ennemis de la police nationale, des journalistes ennemis de la police nationale. C'est le syndicat des indépendants des commissaires qui a réalisé cette liste sur Twitter, avec des propos qui sont quand même d'ordre assez diffamatoire, voire intimidatoire. Et le Conseil de l'Europe a même communiqué là-dessus en disant qu'il y avait quand même un grave danger à ce que la police se considère comme ennemie des journalistes. Donc les deux sont liés, et on est quand même dans un contexte où on voit quand même régresser profondément à la fois le droit de manifester et le droit d'exercer son métier de journaliste. Il vous aura pas échappé non plus que des policiers sont victimes Valérie, on a le même débat. de cibles. Valérie, on a le même débat tout le temps. Donc voilà, qui a commencé, peu importe. Des deux côtés, c'est des deux côtés. Mais c'est pas pour autant qu'il faut interdire le droit de manifester d'un côté ou le droit de faire son métier de journaliste de l'autre. Il n'est pas question d'interdire de manifester. Enfin, moi, j'avais pas vu cette proposition. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui diffusent des noms, les adresses et les photos des policiers. Avant-hier soir, il y a un policier qui a été C'est pas le cas des journalistes qui font leur métier. Lesquels journalistes, c'est la question. C'est David Dufresne, c'était Abouaf, Gaspard Gans, Alexis Poulain qui sont cités nommément par ce syndicat indépendant des commissaires. Même Alexis Poulain. Oui, il est cité nommément par cette liste du syndicat que je trouve vraiment presque révoltant, c'est-à-dire que c'est scandaleux, c'est vraiment, je ne sais pas s'il y aura une suite d'ailleurs à l'issue de cet appel sur Twitter de ce syndicat, parce que ça me paraît totalement délirant. De toute façon, diffuser des listes. Oui, des listes d'une manière générale, c'est haïssable. Donc il faut le dire clairement, c'est vraiment haïssable parce que c'est la porte ouverte à tout. Ça rappelle ceux qui listent les gens qui ne devraient pas passer à la télé. Je vise les campagnes contre Éric Zemmour, procède du même ordre, mais je constate que quand même il y a des jugements deux poids, deux mesures, puisque ce qui est détestable pour les uns, sauf que Éric Zemmour a déjà été condamné pour des propos diffamatoires et voire toutes les listes. Je suis d'accord avec vous. C'est le principe même de la liste sur Twitter que je trouve scandaleux. Éric Julie. Alors moi, je vais changer complètement de domaine, et puis je vais un coup de cœur. En cette journée, ça fera pas de mal d'avoir un peu de positif. C'est l'annonce, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est l'annonce de l'accord entre Canal+ et beIN Sport sur la diffusion des matchs de football. Parce que ça sent les gros sous, ça. Après ces journées de grève, on est content de pouvoir voir plus. On sera content de pouvoir voir plus facilement les matchs de football. C'est important. Toujours pas gratuitement. Hein. Oui, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est important pour deux raisons. La première, c'est par rapport à la diffusion du match de football, parce qu'on était dans une situation qui était quand même extrêmement compliquée. C'est vrai que la technique de négociation, tant de l'UEFA que de la Ligue, a permis de faire augmenter les droits considérablement, et donc pour les clubs, c'est une opportunité. Mais dans le même temps, aujourd'hui, il faut 3 ou 4 abonnements pour espérer voir les matchs, et encore un certain nombre de matchs qui sont retransmis sur Internet dans des conditions où chaque fois qu'il y a un but, ça saute, et vous ne voyez pas vraiment le match, ou alors il faut aller au café, et même au café, ça ne fonctionne pas très bien. Donc c'est un progrès incontestable. Et la deuxième chose, c'est que ça va peut-être permettre de sauver Canal+, et Canal+ est un acteur essentiel du paysage audiovisuel français, pas seulement pour le sport, mais aussi pour la création, pour les films, pour les séries et pour les documentaires. Et quoi qu'on pense de la gestion de Bolloré sur Canal+, sur lequel on pourrait dire des tas de choses, c'est une bonne nouvelle de penser qu'on va garder cet acteur essentiel.
qui est le foot et qui permet de générer des abonnements, donc de l'argent, donc voilà, comme le cinéma. Éric Verhaeghe. Oui, moi j'ai une affaire de province, car vous savez que je suis lecteur de la presse quotidienne régionale. Ouais. Et je voulais épingler une affaire qui fait polémique à Clermont-Ferrand, qui est rapportée par La Montagne, puisqu'on découvre que la préfète de région, qui est arrivée en début d'année 2019, a accordé un bureau à son mari, qui ne travaille pas du tout dans la préfecture, dans les locaux de la préfecture. Alors que, par ailleurs, elle a un logement qui doit faire plusieurs centaines de mètres carrés, avec plusieurs domestiques. Et qui ne doit pas être très loin de la préfecture. Tout à fait, et qui est proche de la préfecture. Alors, ça fait scandale, puisqu'en plus, le mari s'est permis d'envoyer des mails que La Montagne a consultés au personnel de la préfecture en disant que c'était un ramassis de nuls et qu'ils étaient incompétents. Et donc, à un moment donné, ça pose quand même une question aujourd'hui, et je relève ce qui était dit sur le syndicat des commissaires de police. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'est pas tenu. Et tout le monde y fait n'importe quoi, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir là-dedans et tiennent le pays. Alors, il y a les syndicats de commissaires de police qui ont lancé des fatwas sur des journalistes. Ouais. Les préfets ont décidé de profiter des avantages de la République sans vergogne et sans aucune décence. Je pense qu'il est indispensable que les hauts fonctionnaires soient repris en main par les élus et que, notamment au ministère de l'Intérieur, il est indispensable qu'on ait un ministre qui tienne ses troupes et qui ne laisse pas faire tout et n'importe quoi, parce que on vit une dérive autoritaire au-delà de toutes les postures idéologiques. Aujourd'hui, ce qu'on appelait du temps des Mérovingiens les préfets du palais ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires prennent le pouvoir sur les élus. Ouais. Et je pense que c'est le signe d'un affaiblissement des élus. Et il faut le combattre, parce que la République, c'est les élus qui dirigent, c'est pas les fonctionnaires. Je suis absolument d'accord. C'est pas pour faire l'autopromo de mon très vieux livre, mais c'est vrai que c'était l'objet de ce livre-là. En ayant fait l'expérience justement des ministères et du pouvoir ministériel, j'ai fait ce constat qu'effectivement les ministres, qui sont quand même censés être les donneurs d'ordre, n'avaient plus le pouvoir, et que le pouvoir était évidemment dans les mains des fonctionnaires, de ce qu'on peut appeler les technocrates de manière assez vulgaire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit bien, et notamment en plus à travers la structure telle qu'elle a été construite par Emmanuel Macron, que la stratégie très pyramidale fait qu'aujourd'hui les ministres n'ont aucun pouvoir. Ils ne sont que des porte-parole des administrations, des hautes administrations dont ils ont en charge. Et à commencer effectivement par ce ministère de l'Intérieur, où on voit qu'effectivement l'ensemble des personnels aujourd'hui, en tout cas le ministre ne fait plus autorité sur l'ensemble des personnels. Peut-être un peu Monsieur Nunez, parce qu'il est respecté venant de la profession. Même pas. Et encore, je suis d'accord, je suis même pas si sûr, et qu'effectivement aujourd'hui tout ça semble assez diffus, et le manque d'autorité, parce que vraiment dans un ministère comme l'Intérieur, on peut attendre justement qu'un ministre impose une autorité sur ses fonctionnaires, et ça semble ne pas être le cas effectivement, mais c'est vrai dans tous les autres ministères. On voit bien que ce soit au ministère du Travail, c'est quand même l'administration qui a le dernier mot sur les grandes orientations des textes, et que ça quand même ça pose un problème sur le pouvoir politique et le pouvoir de faire de la politique à l'échelle d'un ministère. On va jouer sur Sud Radio. Nous aussi, on a des choses un petit peu plus joyeuses. Aujourd'hui, on joue avec Bellambra. On va vous offrir une semaine de vacances dans un club Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Vous pouvez jouer 0826 300 300, une semaine en demi-pension à la mer, à la montagne, avec les enfants, avec qui vous voulez, dans les plus beaux endroits de France, grâce à Sud Radio. On vous attend et on tirera au sort le gagnant à la fin. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Éric July, Pierre Jacquemin, Éric Verhaeghe et Brice Nkonda. Et cette question, après les images effectivement qu'on a pu voir hier soir dans les transports, certes la grève est là pour emmerder, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, ce sont quand même les plus précaires qui payent cette grève aujourd'hui, que ce soit les petits commerçants, que ce soit ceux qui sont obligés de prendre les transports, ceux qui ont des voitures, ils ont 1 heure, 2 heures de transport, mais ils vont au boulot. Il y en a qui peuvent plus y aller au boulot, Pierre Jacquemin. D'abord, je suis pas tout à fait d'accord, Valérie. Une grève, c'est pas fait pour emmerder les gens. Une grève, c'est le dernier recours quand à un moment donné, il y a un blocage et qu'il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus de discussion possible parce que d'abord, le gouvernement a décidé d'imposer une réforme sans qu'il y ait pu y avoir de négociation initiale. Certes, il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions. Attention, il y a eu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de réunions
de consultation, de concertation. Oui, nous sommes à l'écoute des syndicats, mais sauf qu'un syndicat, il ne sert pas à être écouté, il sert à négocier. Donc c'est ce pouvoir-là que le syndicalisme a perdu et qu'aujourd'hui, le gouvernement tente d'imposer un texte qui ne fait pas consensus, loin de là. Et donc non, la grève ne sert pas à emmerder les Français, elle sert à jouer un rapport de force. Et vous noterez quand même que le gouvernement lui-même joue ce rapport de force. Pourquoi le Premier ministre décide-t-il d'intervenir au lendemain d'une nouvelle mobilisation alors qu'il y a un enjeu à être très réactif? Il y a eu une grosse journée de mobilisation jeudi dernier. Le gouvernement, je suis désolé, aurait dû réagir lundi. Je suis d'accord avec vous. On aurait dû avoir une parole forte politique lundi. Vous n'allez pas me faire croire qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas les grandes lignes de cette réforme. Donc c'est eux qui imposent et qui jouent de ce côté qu'on dit très souvent poussiéreux des syndicats, toujours dans la contestation, toujours dans les mobilisations, les grèves. Non, c'est le gouvernement qui impose la manifestation du 5 décembre. Oui, ça met en cause la stratégie du gouvernement, ou sa tactique, ou est-ce qu'il a-t-il une stratégie? Mais effectivement, cette grève du 5 décembre, elle a été annoncée très longtemps à l'avance, et rien n'a été fait, et on a dit, on attend, et puis on verra après, et puis après, il y a eu une déclaration minimale, et puis ensuite, on dit, maintenant, on attend aujourd'hui, et on fera les déclarations. Donc c'est une stratégie, effectivement, bien que je ne partage pas vos opinions, je reconnais qu'on peut considérer qu'il y a une stratégie de confrontation. De confrontation et de faire pourrir la situation. Qui me paraît malvenue. Oui, mais qui ne fonctionne pas quand on voit les différents sondages qui ont été publiés. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais il y a quand même un soutien de la grève d'un grand nombre de Français. Ouais. Alors, plusieurs remarques, et je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est qu'il y a un an, les gens ont porté un gilet jaune parce qu'ils ne se sentaient plus représentés ni par les partis politiques, ni par les syndicats. Donc aujourd'hui, je pense que les syndicats arrivent à avoir un regain d'énergie et prospérer parce que le gouvernement est affaibli. Ça, c'est un premier point. Et quand on parle de légitimité, c'est dire qu'effectivement, on touche des corps de métier qui sont très symboliques, qui tiennent une société comme les enseignants, comme les transporteurs, comme les hôpitaux. Donc effectivement, il y a des vrais sujets de ce point de vue-là. Mais faire attention qu'à mon avis, le soutien avec le temps qui va passer va s'effriter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie... Oui, mais il y a des gens qui sont dans la vie quotidienne et qui en souffrent. Donc effectivement, il y a un droit de grève qu'il faut pouvoir... Il y a un droit de grève qu'il faut pouvoir justement respecter parce que c'est un vrai sujet, là-dessus je vous rejoins. Mais d'un autre côté, il faut faire attention de ménager les personnes qui souffrent des désagréments. Et ces personnes-là sont les personnes que vous souhaitez défendre. Comme on le disait en off, un cadre, il peut faire du télétravail. Quelqu'un qui doit aller travailler à l'atelier, des petits commerçants, eux sont pénalisés. Donc il faut faire grève, mais il faut aussi pouvoir faire les choses dans des bonnes conditions. Ouais. Moi, je nuancerai quand même ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je ne pense pas que les syndicats ont repris du poil de la bête. Je pense qu'il y a des fédérations de services publics ou de services monopolistiques qui ont retrouvé du poil de la bête. Mais si on prend l'exemple de la CGT cheminot se mobilise, mais on n'entend pas parler des fédérations du secteur privé de la CGT qui ne se mobilisent pas. Et en réalité, ce n'est pas les syndicats, ce sont les professions en monopole qui aujourd'hui utilisent ce monopole comme effet de levier pour faire plier le gouvernement. Comme d'habitude. En effet, en empoisonnant la vie des gens et au service de qui il devrait être. Enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, il y a un sujet, si je peux finir, la stratégie du gouvernement s'appelle le curiaçage. C'est-à-dire, on fait courir tout le monde et on attend que les plus faibles s'usent ou les moins motivés s'usent. Et puis, le jour J, on se retrouvera seul face à quelques fédérations qu'on aura isolées et on pourra lâcher le moins de concessions possible. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie d'usure qui est aujourd'hui assumée pleinement. On peut la remettre en cause. Il y a eu une réunion hier soir à Bercy d'une cellule dite cellule de continuité de Bercy avec un certain nombre de fédérations, notamment du commerce, du secteur privé, où Bercy a annoncé en gros qu'il n'y aurait pas de concession majeure avant la semaine prochaine, en partant du principe que c'était une grève qui touchait essentiellement les Parisiens et qui ne touchait pas le reste du pays, ou très peu le reste du pays. Et donc, comme c'est une grève qui empoisonne les Parisiens, en réalité, Bercy considère qu'on va attendre encore un peu avant de lâcher du lest et de lâcher réellement les cordons de la bourse, en pariant qu'avec le temps, on en lâchera le moins possible. Moi, je pense que c'est risqué. Avec le temps, c'est demain. Avec le temps, c'est plutôt, à mon avis, la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il est très prévisible que ce que Édouard Philippe s'apprête à lâcher demain sera insuffisant pour convertir les fédérations syndicales les plus motivées, et que donc, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine avec l'idée d'en lâcher le moins possible. Bon, moi, je pense qu'en effet, dans cette affaire, ce que le gouvernement perd, c'est le capital sympathie qu'il pourrait avoir en défendant l'intérêt des usagers. Et je pense que tout le monde se dit que
l'usager sert à tout le monde, est une balle de ping-pong que tout le monde se renvoie. Et politiquement, je pense qu'à long terme, c'est une erreur parce que dans tous les cas, ça laissera des traces. Alors, la stratégie, c'est... manifestement, c'est d'abord d'essayer d'isoler justement ces professions monopolistiques, donc en trouvant des solutions pour les enseignants, pour les hospitaliers, mais c'est plus compliqué vu la situation. Et puis finalement de se retrouver seulement face à face avec la RATP et la SNCF. Mais moi je ne suis pas du tout sûr que la SNCF, notamment la RATP, parce qu'il y a des divisions syndicales, peut-être qu'avec des concessions il y a l'UNSA, ça permettrait de faire repartir au moins une partie de la RATP. À la SNCF, j'ai le sentiment, où le pouvoir de blocage en plus est très fort, il suffit d'un contrôleur d'aiguillage pour bloquer, y compris des trains privés qui n'appartiennent pas à la SNCF. Donc là, je ne suis pas sûr que ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Vincent nous dit, je me demande si cette période n'a pas été choisie stratégiquement par le gouvernement. L'an passé, le soutien des Français aux Gilets jaunes a chuté parce que le mouvement n'a pas fait de pause pendant les fêtes de Noël. Et Sacha nous dit, la période est vraiment très mal choisie pour lancer ce débat. Peut-être aurait-il fallu laisser passer les fêtes et protéger le commerce. C'est un très mauvais calcul parce qu'on rentre dans un tunnel électoral. Et je ne vois pas comment ce type de réforme peut fonctionner à ce stade-là du quinquennat. Bon, après, c'est une observation personnelle. Mais il y a un vrai débat de fond à mener. Et sur le fond, et je suis d'accord avec ce que vous disiez, il y a un vrai débat, il y a une vraie négociation à avoir. Mais dans ces conditions-là, je doute qu'elle puisse avoir lieu. Allez, on va prendre notre gagnant. C'est Jacques. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, donc vous êtes notre gagnant. Vous avez gagné une semaine dans un club Bel-en-Bras. Voilà, mer ou montagne ? Plutôt mer, je pense. Plutôt mer, donc il va falloir attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de soleil. Chaud que le froid, oui. Et alors vous irez avec vos enfants ? Oui, mon épouse préférée, mes deux femmes. Bon, c'est bien, si c'est la préférée, ça va. Donc une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 dans l'un des 50 clubs Bel-en-Bras. Donc voilà, vous êtes content ? Ah, mais super, magnifique, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à vous d'être fidèle à Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On aura Lionel de Grasse avec nous. On va parler de la marge de manœuvre du Premier ministre. Est-ce qu'il peut convaincre ? Est-ce qu'il a encore une marge de manœuvre ? Et puis, on parlera de la pénibilité également au travail. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre, commenter l'actualité. On est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Éric July, président fondateur du cabinet de conseil Clé. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Et Brice Nkonda, conseiller régional UDI d'Île-de-France et candidat à la mairie de Gennevilliers. On a Lionel. De quoi ? Candidat à la mairie de Gennevilliers alors qu'il y a un si bon maire. Ça va partir en sucette. Il y a beaucoup de Gennevillois qui ne diraient pas la même chose que vous. Bon. Vous ne connaissez pas Gennevilles. Mais non, il ne connaît pas les quartiers populaires. Je connais bien Gennevilliers. Lionel est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Vous nous appelez de Grasse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Écoutez, moi je pense surtout à tous les gens qui ont besoin des transports, tous les petits commerçants qui ont des crédits sur la tête depuis parce que moi j'ai ma propre société. C'est vrai que vous pouvez vous retrouver très vite en fait le bec dans l'eau, et il faut pas être dupe quand vous montez un commerce ou vous créez une société. La banque, pour vous prêter de l'argent, ce qu'elle vous demande généralement c'est l'intégralité de vos biens. Donc quand vous mettez votre entreprise au tas, généralement vous perdez pas que votre entreprise, vous perdez votre salaire, vous perdez le véhicule de la société, donc votre véhicule techniquement, vous perdez votre maison si vous l'avez mis en gage, donc vous perdez relativement tout. C'est-à-dire que là, la SNCF qui fait grève, enfin les cheminots qui font grève et qui impactent lourdement tous les petites gens, plus les gilets jaunes qu'on s'est pris là depuis un an dans la tête, les économies étaient quand même relativement en berne. Les gens attendaient justement le mois de décembre pour se refaire un petit peu. La majorité de la population avait tendance à jouer le jeu, c'est-à-dire, et moi compris d'ailleurs, à acheter dans les petits commerces et à arrêter d'acheter sur Amazon justement pour leur refaire un petit peu une trésor. Et finalement, on se rend compte que on peut pas, parce que concrètement, on peut pas sortir, on peut pas aller dans les grandes surfaces on peut pas aller dans les commerces parce qu'on se fait boucher. Donc finalement, ce mois qui devait être un mois un petit peu de où les gens allaient se ressourcer, on pourra pas le faire. Donc au mois de janvier, ils vont tous se ramasser. Donc finalement, pour quelques privilégiés, parce que
que c'est le cas. Moi, j'aurais attendu un petit peu de voir quand même quelle était cette réforme. Et puis au-delà de ça, j'aurais bien aimé moi un système à l'allemande, par exemple, où finalement tout le monde se reçoit, tout le monde discute et on en tire le meilleur consensus. Là, on bloque tout le pays alors que rien n'est publié. On fout le bordel partout. On va esquinter la vie de gens jusqu'à la fin de leur vie. On va vraiment les bousiller. Et pour obtenir quoi? Un de vos invités a dit que le gouvernement jouait l'usure, et j'en suis tout à fait persuadé. C'est-à-dire que concrètement, eux, ils en ont pas grand-chose à foutre, que le temps passe. Enfin, ça les embête quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça les impacte pas. Donc finalement, ils vont attendre que le truc pourrisse, que les gens commencent à se révolter et que les cheminots se fassent un peu pointer du doigt. Mais les dommages collatéraux à ça, parce que quand vous bousillez quelqu'un et que vous lui fusillez sa vie jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il aura tout perdu, il est où là le gain? Donc un petit peu d'intelligence, il faudrait un petit peu qu'ils grandissent. Moi, le système allemand me fait rêver. C'est-à-dire que les gens, quand il y a une discussion, ils discutent, ils en tirent vraiment le meilleur à chaque fois, ils foutent pas un bordel innommable, et finalement on arrive toujours à un consensus qui profite à tout le monde. C'est-à-dire que quand l'économie elle est un peu en berne, tout le monde fait des efforts, et puis quand ça va un petit peu mieux, écoutez, il y a des demandes, c'est plus ou moins accepté, mais en tous les cas c'est discuté, et il n'y a pas de grève massive, et il n'y a pas de blocage pays, il n'y a pas de casse et compagnie. Mais là il y a eu 2 ans, il y a eu des discussions qui visiblement n'ont servi à rien. Ce qu'a fait Jean-Paul Delevoye, il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres. Jean-Paul Delevoye, alors là, on va parler de ce monsieur. Moi, personnellement, le fait qu'il soit affilié à qu'il soit bénévole, alors j'aime beaucoup le terme bénévole, parce que concrètement, ça veut dire il n'a pas touché d'argent. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez un passé entre guillemets, alors oui, on va vous dire, il vaut mieux qu'ils connaissent finalement. Il vaut mieux quelqu'un qui connaisse, comme ça, au moins, on sait où on va. Mais moi, vous m'empêcherez pas, vous m'enlèverez pas de la tête que finalement, il peut avoir des postes à la clé. Il peut avoir des ça peut être. C'est pas sain parce que le mec il a parti pris parce que c'est son ancien métier, et en plus et il est bénévole dans le milieu qui va payer tous ces complémentaires. Donc ça crispe encore plus les gens parce que concrètement on sent qu'on va se la faire, qu'on va se faire avoir encore une fois. Donc mais 18 mois c'est sûr, mais 18 mois apparemment il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de discussions. Moi toujours est-il, j'aurais bien voulu que ça aboutisse à quelque chose d'un peu plus malin et un peu plus adulte, on va dire comme ça. Philippe Martinez hier disait il n'y a jamais eu de négociation. Brice Nkonda voulait réagir à ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup Lionel de votre témoignage. Hormis le témoignage ad hominem par rapport à Jean-Paul Delevoye, je souscris vraiment à 100% à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a un modèle de dialogue social qui doit vraiment évoluer, et un peu comme ce qui se passe en Allemagne. Par exemple, quand on prend le syndicat de l'automobile, il représente vraiment beaucoup de salariés de l'automobile, et donc quand les syndicats se mettent à la table du patronat, ils sont représentatifs. Et à partir de là, on peut effectivement faire une réforme qui embarque un maximum de monde. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on est encore sur un modèle contestataire. C'est un rapport de force, mais qui ne débouche sur rien du tout. Et donc, il faut qu'on réforme ça, parce que tant qu'on n'arrive pas à le réformer, on ne pourra pas faire des réformes de grande ampleur. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, on a des syndicats qui se mobilisent, mais qui ne sont pas vraiment représentatifs. Alors, sur le fond, il y a des revendications qui sont tout à fait légitimes. Moi, j'entends que ce qui se passe dans les hôpitaux, ça n'est pas acceptable, et c'est vrai. Les enseignants en ont marre parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par l'éducation nationale et qu'ils sont très peu payés. Mais alors, quel moyen d'action? Pour commencer, il faut avoir des gens qui nous représentent, qui soient vraiment légitimes. Pour commencer. Non, mais la question de la représentativité, elle est fondamentale, et ça a été l'objet même des critiques des Gilets jaunes. Et à mon avis, il faut qu'on s'interroge là-dessus, mais renvoyer à l'image des syndicats qui ne seraient pas représentatifs, quand vous-même, vous êtes un responsable politique, qui vous-même être adhérent à un parti politique qui rêverait d'avoir le nombre d'adhérents qu'on Je dis que les partis politiques ne sont pas suffisamment représentatifs. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la question de la représentativité, elle est centrale. Juste pour rappeler une chose, c'est quand même les cotisants des syndicats sont 10 fois plus nombreux que les cotisants à des partis politiques. Donc en termes de représentativité, 10% des quand salariés, un politique fait le reproche à peine 10% des salariés. Je parle du nombre des cotisants, des gens qui payent une cotisation à un syndicat. 10% des salariés payent une cotisation. Voilà, c'est très peu. C'est quand même. Évidemment, il y a une critique des syndicats. On est loin des évidemment, 50%. mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que vous venez de répéter dans les mots de Monsieur Martinez, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats ont perdu du pouvoir de négocier. On n'est pas en Allemagne, c'est une certitude. En Allemagne, il y a même des syndicats qui ont réussi à négocier il y a encore jusqu'à un an une augmentation de salaire et une réduction du temps de travail pour des salariés pour plus de 4 millions de travailleurs. Donc évidemment, il y a un pouvoir, parce qu'il y a une culture de la négociation. En France, il n'y a plus de culture de la négociation. C'est du syndicalisme de
service avec... Sur tous les grands projets structurants, et le projet de réforme des retraites est un projet structurant, les syndicats n'ont plus la main. Ils n'ont plus de marge de négociation. On livre un projet qui est déjà tout fait. Je l'ai vécu avec la loi du travail, et c'est aujourd'hui le cas avec la loi la réforme des retraites. Aujourd'hui, les syndicats, ils viennent après. Et on dit qu'il y a eu des centaines de réunions de consultation, donc il faut arrêter de dire qu'on n'a pas consulté. Si, il y a eu des consultations, les gens sont entendus. Mais les gens ne veulent pas être entendus. Encore une fois, ils veulent négocier. Et c'est ça que demandent les syndicats. Ils demandent juste à être mis autour d'une table et dire voilà, le projet, on ne le connaît pas. Mais le projet, on ne le connaît pas. Alors justement, c'est ça que je voulais revenir. Parce que Lionel a dit... Le retrait d'un projet qu'on ne connaît pas. Lionel a dit on ne connaît pas, donc on ne sait pas très bien pourquoi les gens se mobilisent. Pardon, mais il y a au moins 3 points qui sont actés dans cette réforme. Ça ne va pas de soi, je suis désolé, et les syndicats ont raison de le dire, qu'aujourd'hui, parce qu'on vivrait plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Peut-être que ça va de soi pour vous, mais pour les Français, ça ne va pas forcément de soi, parce qu'on n'a pas envie forcément de vieillir à 70 ans avec le besoin en plus de travailler en plus. Donc non, ça ne va pas de soi. La deuxième chose, c'est que la suppression des régimes spéciaux, ça ne va pas de soi non plus. Donc c'est un sujet de mobilisation qui peut aujourd'hui être légitime. Et le troisième sujet, c'est la retraite par points. Ces 3 points-là, que ce soit la retraite par points, l'allongement de la durée de travail et la fin des régimes spéciaux, sont suffisamment forts pour pouvoir mobiliser les Français. Alors, un mot sur la retraite par points. Un mot sur la retraite par points. Là aussi, moi, je me régale chaque fois que je vous entends, cher Pierre Jacquemin, parce que vous êtes l'injonction paradoxale permanente. Vous me dites la retraite par points, c'est pas bien. Je parle pas au moment, je parle de ce que disent les syndicats. Ça coule pas de source. Voilà. Il se trouve que, et vous dites c'est pas négocié, blabla. Il se trouve que les syndicats ont négocié dès 1947 un système de retraite par points qui s'appelle les régimes complémentaires. En quelle année, pardon ? 47, voilà. Puis 61, la généralisation. 61 pour l'ARCO. La généralisation. Au lendemain de la guerre. Ça veut dire... Oui, non mais... Au lendemain de la guerre. Donc vous voyez les marges de négociation à ce moment-là, quand même. 61, c'est plus le lendemain de la guerre. C'était déjà. Ça a été la généralisation. L'évolution de la retraite par points, elle est négociée en permanence, par des négociations interpro et au Conseil général, au Conseil d'administration de l'AGIRC et l'ARCO. Ce sont des négociations vivantes. Il y en a encore une, il y a 2 ans, pour faire évoluer le régime. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des syndicats qui sont capables de dire nous, on négocie une retraite complémentaire par points parce qu'on trouve ça vachement bien, mais en revanche, la retraite par points générale, on trouve ça nul. Et ça s'appelle l'injonction paradoxale. C'est-à-dire que les syndicats ont tous signé un accord il y a 2 ans avec le MEDEF, avec la CPME, pour dire nous acceptons la mise en place d'un malus avant 65 ans. Et ce qu'ils ont signé il y a 2 ans, ils expliquent en revanche, si le gouvernement propose ce qu'on a signé, la généralisation de ce qu'on a signé il y a 2 ans, c'est scandaleux, on descend dans la rue. Reconnaissez que c'est de l'injonction paradoxale. Je ne comprends pas que la CFDT ait signé un accord il y a 2 ans pour dire en revanche, c'est le projet pour le régime général, on le refuse. Je voudrais revenir sur parce qu'il y avait trois remarques. Donc sur la retraite par points, je pense que la réponse a été claire. Sur les 2 autres points, quand on a créé le régime de retraite, enfin généralisé, puisque ça existait déjà, le régime de retraite en 1945, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Oui. Et l'espérance de vie moyenne était de 65 ans. Aujourd'hui, il y a 2 cotisants pour un retraité avec une espérance de vie qui dépasse les 75 ans. Dans les régimes spéciaux, c'est 1 cotisant pour 2 retraités. Donc, dire que on peut garder les régimes spéciaux, c'est du rêve. De la démagogie. C'est du rêve, où ça consiste à dire soit 2 choses. La première que j'ai entendue chez un responsable CGT qui consiste à dire mais c'est parce que l'État veut pas que la SNCF recrute suffisamment de salariés. C'est-à-dire qu'on va recruter des salariés pour payer les retraites. Ou la deuxième, c'est de dire il n'y a qu'à augmenter les cotisations. Non. Sauf que augmenter les cotisations, on sait à quoi ça aboutit à la disparition du travail. Ouais. Voilà. Et donc, de moins de cotisants et un problème. Il faut trouver un équilibre. Personne ne peut dire c'est mieux 65, 67, etc. Mais on est condamné à trouver des équilibres entre différentes variables. Oui. La pensée magique, ça n'existe pas. Mais la question qui revient souvent quand on parle de réforme à points, c'est que le point, on nous dit le point va baisser et du coup on sera à voir. Le point va baisser depuis 47, les cadres, et depuis 61, l'ensemble des salariés du privé vivent avec des retraites à points.
et le point n'a pas baissé. Après, c'est des questions de gouvernance et de règles pour la fixation du point. Là-dessus, donc quoi, c'est du fantasme quand on évoque ça ? Non, je ne dis pas que c'est du fantasme. Il y a un risque réel, comme chaque fois. Mais actuellement, il y a un risque. Il faut pas croire. Il y a un risque avec le système de cotisation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la répartition, les retraites baissent. Et il y a un risque pour l'avenir. La désindexation des retraites, c'est une façon de les baisser. C'est un début de baisse. En fait, il faut faire une réforme, ça tout le monde en convient, mais c'est la question du rythme de la réforme. Et je pense effectivement que les gens qui ont souscrit à des régimes spéciaux, on leur a dit voilà, le contrat c'est ça, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de route. Mais la question, c'est là notamment celle de la clause du grand-père. Est-ce qu'on l'a fait démarrer en 1963, en 1973 ? Je pense que la négociation avec les syndicats doit se situer à ce niveau-là. Parce qu'un jeune qui rentre sur le marché du travail, je ne pense pas que sa première préoccupation, ce soit sa retraite. Moi, je conteste formellement cette histoire de contrat, parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était 37 ans et demi, et voilà. Et puis maintenant c'est 42, et puis peut-être que demain ça sera 44. Oui, mais dans les métiers pénibles, c'est pas la même chose. C'est un autre sujet. C'est pas notre sujet. C'est pas de dire il y a un contrat donc on n'a pas le droit de le modifier. C'est de dire dans le cadre d'une évolution générale qui est à la fois celle de ce qu'on peut payer et d'autre part celle du mode de vie, on doit tenir compte d'un certain nombre de situations. Oui, mais si la pénibilité de certains métiers est quand même avérée, il faut pouvoir on va en parler de la pénibilité. Il n'y a aucun système qui empêche de tenir compte de la pénibilité si on décide de tenir compte de la pénibilité. Mais au-delà de la pénibilité, encore une fois, et je le répète et le répète à chaque fois, les plus discriminés à l'emploi aujourd'hui sont les seniors, de toutes les catégories. Alors ça, c'est un vrai sujet. Ce sont les seniors qui sont les plus discriminés à l'emploi avant les questions de... Ce qu'on a vu quand même au cours des dernières années, c'est que le fait d'avoir retardé l'âge de la retraite légale et d'augmenter le nombre des cotisations, ça fait que en réalité, la population qui travaille vieillit. Parce que ça coûte de plus en plus cher aux entreprises de faire partir des gens jeunes. Alors on va y revenir, on va marquer une pause, on va y revenir, on aura Abdelhak en ligne avec nous et Michel sur Twitter nous dit coup de gueule, votre intervenant Lionel Rallet, mais à qui la faute ? Pourquoi lancer cette réforme en fin d'année ? Macron aurait pu attendre janvier pour permettre aux commerçants de se refaire. On y revient dans un instant. Vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio et nous parlons de la réforme des retraites, de la grève, de la marge de manœuvre d'Édouard Philippe, de la pénibilité au travail, des salariés, des petits commerçants, des artisans qui souffrent avec cette grève. On a Abdelhak en ligne avec nous. Bonjour Abdelhak. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. On vous écoute. Oui. Alors, écoutez, moi, je suis assez en colère parce que j'aime mon pays, je l'ai dit 10 000 fois à la radio, et manifester, aboyer, se plaindre et tout, on a l'habitude des gens. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a un problème, comme dans la vie de couple, on essaie de trouver des solutions en face. Là, j'entends rien de la part des syndicats, il n'y a aucune solution. Eux, on leur dit qu'il faut modifier les choses parce que la démographie change, parce que le monde du travail change, parce que les cotisations changent, parce qu'on n'a plus l'argent qu'on avait avant, parce qu'il faut trouver d'autres idées. Et comme souvent, et comme le font d'autres partis politiques aussi, comme la majeure partie des partis politiques, quand il y en a un qui est en place, ils passent leur temps à apporter de la critique négative et il n'y a absolument rien de constructif derrière. Donc en fait, ils servent à rien. Donc moi, je leur donne une solution qui se taise. Et quand ils auront une solution, on pourra discuter. Ensuite, les syndicats, moi, ce qui m'agace, c'est que on était d'accord, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, et bien en fait, on est obligé de cotiser en France. Donc moi, sur mon bulletin de salaire, par exemple, je cotise pour les syndicats avec qui j'adhère pas du tout. Ils sont pas du tout représentatifs, je trouve. C'est des aboyeurs sans solution, comme je disais un peu avant. Ensuite, pour terminer, je voulais juste dire que nous, on en a assez. On en a vraiment assez, je parle des gens qui travaillent, d'avoir des gens comme ça qui sont censés représenter, que ce soit les politiciens, encore une fois, ou les syndicats. Il y a d'autres moyens que le travail pour remplir les caisses de retraite. Je fais partie des gens qui ont de la chance, je suis artisan, j'ai jamais eu un seul jour de vacances quasiment, ou très peu en tout cas, et je cotise, il y a un compte, je sais comment ouvrir mon banquier, où j'ai 1800 € j'avais au départ, et bien soudainement, au bout de 2-3 ans, j'ai 2200 et quelques euros dessus, j'en ai même pas besoin. Oui. Celui qui a 180 000 au lieu de mes 1800 ou qui en a 1 800 000, comme l'un des millionnaires, et tant mieux, je suis content que ces millionnaires soient en France, eh bien on peut tout simplement taxer les flux financiers qui serviront à la retraite. Parce que de toute manière, réveillez-vous un bon coup. Que vous vouliez faire travailler les gens à 65, 70 ans ou 85 ans, les gens qui n'auront pas envie de travailler, ils se mettront en arrêt. Ils vont trouver un mal de dos, un mal de tête, un burn-out, trop vieillissant, trop de douleur, trop de support. Voilà, donc arrêtons l'hypocrisie. On essaie de trouver une solution ensemble, intelligente,
les acquis, il y en a qu'il faut éliminer, il faut être juste avec tout le monde. Je crois que j'ai avoir compris que c'est ce que veut faire le gouvernement. Mais arrêtons, s'il vous plaît, cette hypocrisie. On doit aller tous de l'avant, on a un pays magnifique. Putain, mais qu'on se démerde tous, qu'on se retrousse les manches et qu'on trouve les bonnes solutions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Abdelhak, de ce témoignage. Éric Vérac, ça vous... Oui, non, mais je trouve ça, en partie juste. La question de fond, c'est, qu'on le veuille ou non, et qui est un sujet philosophique et pas technique, c'est le temps juste qu'une société, c'est ce que disait Pierre Jacquemin tout à l'heure, considère qu'on doit passer au travail et à la retraite. Et est-ce que ce temps doit être le même pour tout le monde? Et est-ce qu'on imagine qu'on doit mettre en place un système unique qui impose un temps unique pour tout le monde? Moi, j'entends bien qu'il y a des gens qui ont envie de s'arrêter à 52 ans, 55 ans, parce qu'ils sont fatigués, parce que voilà. Puis il y a moi, par exemple, je ne m'imagine pas arrêter de travailler un jour. Donc pourquoi moi, on me dirait maintenant t'arrêtes et tu dois payer pour tous ceux qui vont arrêter en même temps que toi? Alors que si j'ai envie de continuer à travailler, j'ai le droit de continuer à travailler. Il n'y a pas de raison qu'on m'impose des cotisations retraite, alors que moi, je ne prendrai pas de retraite. Donc, ce qui me gêne, mais ça s'appelle la solidarité. Sauf que l'expérience montre que la solidarité, c'est un système unique. C'est-à-dire que les gens qui parlent de solidarité, c'est ceux qui en profitent et ceux qui contribuent. Donc vous êtes contre les assurances, contre... Moi, je suis pour qu'il y ait un libre choix et qu'il y ait une multiplicité de choix. Oui, mais c'est normal. Je sais bien qu'il y a des gens qui pensent que la liberté est une fiction et généralement ils votent à l'extrême gauche. Mais nous qui pensons que l'homme est fait pour être libre et que la liberté n'est pas un vain mot. Nous pensons que, par exemple, en Allemagne, on a fait des choix. L'Allemagne a fait des choix dans les années 90 qui lui permettent des choix qui sont favorables aux salariés et qui sont des choix de liberté. La durée de vie en bonne santé en Allemagne est de 3 ans supérieure à la durée de vie en bonne santé en France. Et il n'y a pas de système de pénibilité, puisqu'on parlait de pénibilité. Parce que l'Allemagne mise tout sur la prévention et sur le libre choix des salariés. Et ça veut dire quoi la prévention quand vous avez à un moment donné, le sujet de... On va prendre des exemples précis, parce que dans les bureaux, il y a une exposition au risque de troubles musculo-squelettiques pour les gens qui sont assis toute la journée. Bien, il faut inciter les employeurs à acheter des fauteuils qui permettent d'avoir une bonne posture. Oui, enfin là vous êtes un peu chez les bisounours. Hier, on a eu le témoignage. Non, mais hier, écoutez-moi, hier, on a eu le témoignage d'un homme, d'un monsieur qui travaillait dans le BTP, qui racontait qu'il a transporté toute sa vie des morceaux de béton, qu'il était fait. En fait, il s'occupait du fer dans le béton. Donc l'été, avec les mains qui brûlent, avec le dos, ce type est complètement cassé. Donc la prévention, quand vous faites ce métier-là, ou quand vous faites un travail à la chaîne, vous faites quoi? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens cassés. Moi-même, je suis fils de maçon, donc je sais très bien ce que c'est que des gens qui portent des sacs de ciment sur le dos, de 50 kilos. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en effet, sur un chantier, vous pouvez avoir des machines qui aident à porter les sacs de 50 kilos. Et qu'un patron français, au lieu d'investir dans la machine, il dit, mais moi, je paye un dispositif de pénibilité, donc je ne vais pas acheter une machine en plus pour protéger les salariés. J'ai payé. Donc le gars, il sera peut-être cassé à 52 balais, mais j'ai payé le système. Et le système de pénibilité voulu par la gauche, c'est un système qui épuise les salariés au travail. Donc la question de fond, c'est qu'il y a des pays voisins qui ont fait des choix qui sont des choix de prospérité, des choix protecteurs pour les salariés et des choix de liberté. Et ça marche très bien. Et en France, on veut nous imposer des systèmes uniques qui sont des systèmes qui récompensent la maladie et l'usure et qui pénalisent la bonne santé. Alors, on va prendre Eric qui attend depuis un petit moment. Bonjour Eric. Oui, bonjour Sud Radio. Moi, oui, j'attends depuis un petit moment et je voulais revenir sur la gêne occasionnée par la grève. Vu qu'on s'adresse aux petits, d'ailleurs je me présente, je suis ni cheminot, je ne suis ni syndiqué, ni quoi que ce soit, je suis juste un petit ouvrier du bâtiment. Donc si vous voulez, je vais m'adresser aux petits, comme vous disiez tout à l'heure, dont j'en fais partie. Ce qu'on oublie vraiment dans notre pays, c'est l'histoire de notre pays. C'est-à-dire, il faut regarder un petit peu dans le passé par rapport aux grèves, tout ce que les grèves nous ont fait gagner. Il faut que les petits se disent que tous nos acquis sociaux ont été gagnés par des gens qui sont sortis de la rue. Ne serait-ce juste notre droit de grève. Sachez que la première grève qui a été faite, c'est pas un monsieur qui est allé, qui a demandé poliment « Excusez-moi, est-ce que je peux faire grève ?» Non, il a pris son droit de grève. Regardons l'histoire. Arrêtez de nous faire croire que la grève engendre des problèmes pour notre pays. Notre pays a été construit... Non,
C'est la grève engendre des. Vous pouvez pas dire que ça engendre pas des gros problèmes pour certains. Non, on est d'accord. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il faut voir ce que peut engendrer la grève après. Nous, les petits ouvriers du bâtiment, si je peux partir en vacances, si j'ai une sécurité sociale, si mes enfants vont dans les bonnes écoles, et ainsi de suite, on peut remonter assez loin. Quand je parle à certains anciens autour de moi, que beaucoup d'entre nous, même on pouvait le voir à un certain moment à la télé, on faisait passer les gens de mai 68 pour des héros. Ah, j'ai fait mai 68. Qu'est-ce que ça a apporté, mai 68 Vous pensez pas que ça n'a pas bloqué Paris, mai 68 Ça n'a pas bloqué plus que Paris. Et sachez que la grève n'est pas faite que par les cheminots, mais par... Moi, comme je vous suis dit, je suis un ouvrier du bâtiment. Ouais. Alors là, je suis dans une entreprise de 4 employés. Et vous faites grève ? Je fais grève. Et il n'y a pas que moi dans les bâtiments. Il faut bien que le gouvernement... Il n'y a pas que les cheminots. Moi, je les remercie, ces gens-là qui font grève et qui se battent un petit peu pour nous. Ça, on l'a trop oublié. Parce qu'actuellement, nous vivons dans un pays où les politiques, les députés ne nous écoutent plus. Plus personne ne nous écoute. On n'aurait plus réglé ce problème de grève, vous savez, madame. Parce que, juste pour terminer, s'il vous plaît, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça nous concerne tous. Quand je dis tous, c'est tout le monde, tous les citoyens du peuple. Souvenez-vous, il y a quelque temps, les Gilets jaunes demandaient le RIC, un référendum. Vous ne pensez pas que ça n'aurait pas pu être un projet qui aurait pu être nous expliquer longuement avec les bons côtés? On aurait pu trancher avec le RIC. Ça aurait évité tous les problèmes que nous avons actuellement, madame. Merci Eric de votre témoignage. On va marquer une pause et on va réagir à ce que vous venez de dire. Beaucoup de réactions également sur le modèle allemand. N'oubliez pas que l'Allemagne a le taux le plus élevé de pauvres en Europe, 9,7%. En Allemagne, les papis et les mamies travaillent jusqu'à 67-70 ans dans les grandes surfaces parce qu'ils ont des retraites de merde et la capitalisation, ils vont fondre par les spécialistes. Voilà, bon. C'est la critique qu'on fait habituellement. Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Conseiller régional UDI d'Île-de-France et candidat à la mairie de Gennevilliers. Vous vouliez réagir peut-être à ce que disait Eric juste avant, à savoir qu'il fallait manifester, il fallait se mobiliser parce que même s'il y a des désagréments, c'est comme ça que les choses changent. Oui, je voulais réagir là-dessus pour une raison qui est simple, c'est qu'effectivement grâce aux syndicats, il y a eu beaucoup d'acquis sociaux. Ça, il faut le dire. Par contre, ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu d'acquis sociaux. Il faut aussi le dire. C'est-à-dire que le rôle des syndicats, depuis des années, est plutôt défensif que constructif. Ça, c'est un point qui me semble important. Malgré eux, parce qu'ils sont de moins en moins... Parce qu'il y a quelques décennies, ils étaient quand même beaucoup plus représentatifs. Il faut quand même juste rappeler une chose. Il faut rappeler que les syndicats signent à 80% quasiment, la CGT notamment, signe 80% des accords professionnels. Aujourd'hui, il y a plus de 46 000 accords qui sont signés par an. Dans la vie sociale de l'entreprise, les syndicats jouent un rôle positif. C'est notre modèle. Non, mais c'est notre modèle qui est comme ça. Ce qui prouve qu'il y a toujours des acquis sociaux. C'est pas forcément des acquis, c'est des petits accords. Mais sur des grands projets structurants comme des réformes comme celle-ci. C'est des acquis. C'est des acquis sociaux. C'est des acquis sociaux. Petites victoires dans des petites entreprises. Voilà, juste pour terminer. Et je pense que dans le propos d'Abdelhak juste avant, il y avait une forme de dénigrement du rôle syndical. Moi, je pense que les syndicats ont un rôle fondamental. On a besoin de corps intermédiaires qui soient légitimes pour réformer. Qui représente beaucoup plus de salariés. Donc il faut faire évoluer notre modèle syndical. Sur la réforme des retraites, il y a des points très précis qu'il faut pouvoir voir. C'est-à-dire à partir de quel âge la clause du grand-père entre en ligne de compte. Ça, c'est une négociation entre le gouvernement et les syndicats. C'est une belle négociation. Qui a été balayée, visiblement. Ils n'ont pas du tout l'intention. Il faut pouvoir l'avoir. Le cas du chômage des seniors, des plus de 50 ans, c'est un vrai sujet parce qu'on veut décaler l'âge de départ à la retraite, mais on sait qu'on a le taux de chômage des seniors qui est un des plus importants d'Europe. Comment fait-on ? Il y a une proposition qui a été faite par Jean-Christophe Lagarde de l'UDI qui est de passer de 35 à 37 heures. C'est-à-dire on ne décale pas l'âge de départ, mais on travaille un tout petit peu plus par semaine. Il y a des pistes, il y a des sujets il y a des pistes... à travailler plus, à cotiser plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sujets qui peuvent être mis sur la table, on est d'accord ou pas d'accord, mais il y a des sujets de négociation. Bien sûr qu'il y a des sujets de négociation. Je voudrais revenir sur un point qui est fondamental. C'est vrai qu'on a moins de grands acquis sociaux, encore qu'il y en a quand même un certain nombre, depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi ? Parce que notre économie est en crise. Il n'y a pas eu de grands acquis sociaux. Le 35 heures sont un phénomène de régression sociale accéléré. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de croissance. Il faut le dire. Ça fait depuis des années qu'on vivote avec une croissance à 1%, à 1,5%. On est tout content parce qu'on a 1,5%. Il y avait des progrès, il y avait des acquis sociaux à l'époque où il y avait de la croissance. Et
Donc on essaye de retrouver de nouveaux équilibres en protégeant l'essentiel et en faisant évoluer et en adaptant. Refuser de voir ça, c'est aboutir effectivement à des solutions. Alors, les 35 heures, c'est l'exemple même, c'est la bonne idée. Si les gens travaillent moins, on va faire travailler plus de personnes. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Il faut le dire, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le chômage a augmenté après les 35 heures. C'est une mesure de chômage de masse, les 35 heures. Le chômage a augmenté. Pourquoi ? Parce que ça coûte. Les entreprises se sont organisées, elles n'ont pas embauché plus, le travail a coûté plus cher. On voit que l'écart entre la France et l'Allemagne est apparu à partir de 2000, c'est-à-dire avant, la France était moins chère que l'Allemagne. À partir de 2000, la France est devenue plus chère. L'industrie, il y a de moins en moins d'industrie en France. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est la réalité. Maintenant, on peut toujours refuser la réalité. On peut toujours dire, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est comme ça que ça marche. On a Mathilde en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci toujours pour la qualité de vos émissions, des uns et des autres. Alors, je voulais juste dire qu'avec les grèves, il y a une loi que devraient peut-être revoir nos députés. Ce n'est pas normal que quand on est bloqué, qu'on ne peut absolument pas venir à son travail, que on ne soit pas payé. Voilà. Il y a des gens en ce moment qui ne peuvent pas venir, des aides à domicile, des aides ménagères, des infirmières qui sont obligées de dormir sur place pour pas perdre leur salaire. Alors ça, ce serait un progrès social. De plus... Juste Mathilde, on a eu hier une chef d'entreprise, d'une petite entreprise, une personne qui embauche une vingtaine de femmes de ménage et elle dit, moi, je ne peux pas les payer. C'est-à-dire que si elles ne vont pas travailler, je ne suis pas payée et je ne peux pas les payer. J'ai une PME, je ne peux pas. Alors, de plus... mais qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah, bah oui, mais c'est un gros problème. Et là, je suis désolée, ici, ils sont très mal pris. Et les gouvernants, là, ne sont pas à la hauteur des enjeux qui sont en train de se passer. Voilà. Et c'est la petite classe moyenne qui trinque une fois de plus. Mais le monsieur précédemment parlait du chômage et des 35 heures. Ce qui crée le chômage, c'est d'avoir délocalisé nos usines et de faire de la Chine... mais pourquoi on les délocalise ? Oui. Mais nos ancêtres ont travaillé pour avoir des acquis sociaux. Là, c'est pas régressé. Le progrès, c'est pas régressé. Et vous voyez, moi, j'aurais jamais pensé parler comme ça il y a 2-3 ans. Mais là, moi, autour de moi, je vois des gens touchés. Alors, autre chose auquel je pensais, j'avais signalé à un de vos collaborateurs, Valérie, lançons un appel pour que les gens aillent acheter dans les petits commerces, dans leur quartier. Et puis les restaurateurs qui ont des difficultés, peut-être faire une petite remise ou même 50% pour inciter les gens à aller au restaurant. Mais c'est même pas une question de remise, c'est qu'aujourd'hui ils ont 0 réservation. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme remise ? Moi j'ai discuté avec des tas de restaurateurs, ils ont 0 réservation. Les gens qui sont dans des cabinets, des psychologues, tous ceux qui sont en profession indépendante, les gens ne peuvent pas arriver jusqu'à eux. Donc c'est même pas une question de prix, c'est qu'ils n'y vont plus et ils sont pas payés. Et donc il va y avoir effectivement des faillites, des gens qui vont être, c'est ce que disait notre premier auditeur, Julien, donc les restaurateurs, c'est même pas une question d'inciter ou pas. Ils sont aujourd'hui, ils n'ont jamais vu ça, c'est-à-dire 0 réservation, quelle que soit la catégorie du restaurant. Donc oui, pourquoi pas dans ce que vous dites, mais Pierre Jacquemin. C'est sans doute très fâcheux et une grève. Oui, je pense que le mot fâcheux n'est peut-être pas. Le discours du risque rien sur les risques tout. C'est dommage pour vous, mon bon monsieur. C'est plus que fâcheux. Pardon, mais non, c'est pas. Ça s'appelle une grève. Une grève, ça bloque l'économie, ça bloque tout le monde et c'est pas les grévistes qui sont responsables, c'est une politique qui est menée, un entêtement, un rapport de force qui est exigé de la part du gouvernement. Moi, je suis mais Valérie, je comprends les usagers qui sont impactés, je comprends les petits commerçants qui sont impactés, j'entends même des boulangers, j'ai entendu un témoignage de boulanger qui disait que lui ne pouvait pas se permettre de faire grève, mais qu'il était solidaire de la mobilisation, qu'il avait même mis une cagnotte à disposition pour les commerçants environnants qui étaient impactés. Pourquoi le privé fait pas grève non plus, mais si, d'abord le privé fait grève, Valérie, il y a le secteur de la métalurgie fait grève, vous prenez toutes les professions libérales, les infirmières, les avocats. Aujourd'hui, dans une entreprise, infirmières, avocats, médecins libéraux, les électriciens dans les branches privées, il y a même les agriculteurs. Le MEDEF a appelé à se mobiliser pour cette journée de grève. Donc non, c'est pas vrai de dire qu'il y aurait que des privilégiés qui se mobilisent aujourd'hui. Par ailleurs, revenons un peu sur... Je reprends une terminologie qui est courante. Et justement, en parlant de terminologie, reprenons ce que c'est qu'une réforme. Une réforme, c'est censé justement, je l'ai noté, changement dont le but est d'apporter des améliorations. En quoi considérer qu'aujourd'hui on va travailler plus longtemps dans des conditions sans doute plus dures parce qu'on vieillit moins bien et avec des pensions qui vont
vont baisser parce qu'on estime, certains économistes qui ne sont pas les vôtres, mais estiment que les pensions de retraite vont baisser de 20 à 30% d'ici 2050. En quoi cette réforme constitue est une réforme? C'est une contre-réforme. C'est une contre-réforme. Pardon, mais je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que je n'ai pas envie de vivre dans mon pays ce que je vois dans les films de Ken Loach où ma grand-mère, votre grand-père, les grands-parents sont obligés de travailler jusqu'à 70-80. Le mensonge, c'est de faire croire qu'on y échappera. Qu'on fasse la retraite par points ou pas, la retraite baissera. Il faut le dire aux gens. La retraite par points, c'est pas le système qui va nous faire baisser les retraites, alors que le système actuel va les sauver. Éric dans tous les cas, la retraite baissera. Votre auditeur disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Il disait la France a obtenu des grandes conquêtes dans des conflits sociaux. Oui, le conflit social, il est sain parce que justement, il impose un nouveau rapport de force. Aujourd'hui, il n'existe pas le conflit social. Mais il est là. Il n'y a pas un seul salarié du privé qui est en grève. Les gens qui sont en grève sont des salariés qui sont dans des monopoles de services publics. Le mouvement en train de se construire. Du privé je pense que la comparaison avec 95 est assez légitime. Encore qu'en 95, je pense que la tension sociale n'était pas au niveau de ce qu'elle est encore aujourd'hui. On a 1 an de mobilisation des Gilets jaunes derrière. Il y a une mobilisation. La première mobilisation de jeudi a été plus importante qu'elle l'avait été lors de la première mobilisation de 95. Donc il se passe quelque chose. C'est pas la première mobilisation jeudi dernier. Il y a eu une mobilisation en octobre. Cette comparaison est fallacieuse. Laquelle ? Il y a eu une manifestation au mois d'octobre. Quelle manifestation? Vous parlez de la manifestation de la RATP à Paris? Il y a eu la RATP, la SNCF. C'était pas une manifestation confédération. Il y a eu, je suis désolé. Vous voyez là que là, c'est un appel de plusieurs confédérations. On n'est pas encore dans la convergence, mais en octobre, c'était une manifestation des transports. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Il y a les enseignants, il y a le monde médical. Il y a eu des manifestations d'enseignants avant. Il y a eu, si vous prenez comme ça, profession quand même. Vous avez eu des manifestations d'enseignants avant. Vous avez eu des manifestations hospitalières avant. Pas suffisamment bloqué en octobre, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que simplement que les comparaisons ne sont pas raison, et surtout quand on les détourne un peu de la réalité. La vérité, c'est qu'il y a eu une manifestation le 5 décembre qui était importante, qui n'était pas aussi importante, comme l'a dit M. Fillon, de manière humoristique un jour, il joue petit bras, c'était moins important que ce qu'on a connu en 2010 et moins important que ce qu'on a connu en 2003, et que ça concerne essentiellement des professions qui sont du secteur public. Mais vous pouvez pas le nier. Alors et que ça concerne en plus des problèmes qui sont pas les mêmes entre l'éducation nationale, les hôpitaux, où les gens ont des problèmes de bas salaire au début de leur carrière et de carrière qui se terminent un peu plus haut parce que les 6 derniers mois, et grâce à ça, on leur donne une pension de retraite qui est à peu près équivalente à ce qu'on a dans le privé, et les gens des régimes spéciaux qui, comme le nom l'indique, ont un régime totalement différent et n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Franchement, il y a un côté très cynique. Même le gouvernement estime qu'il va falloir regarder au cas par cas dans les professions ce qui relève de la pénibilité. Qu'est-ce qu'on va faire après cette réforme si ce n'est de créer de nouveaux régimes spéciaux? Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut regarder la pénibilité. Alors je ne sais pas s'il faut maintenir, supprimer les régimes spéciaux, mais il faut quand même acter le principe qu'aujourd'hui il y a des professions et il y a une majorité de professions qui, à 65 ans, ne peuvent pas. Prenez un conducteur d'avion. Moi, j'ai pas envie de me mettre dans un avion avec quelqu'un qui a 70 ans. J'ai pas envie de me faire opérer par quelqu'un qui a 75 ans. Il y a 2 problèmes différents. Il y a un problème de savoir s'il est utile de garder des régimes séparés. Et moi, je soutiens que c'est même pas l'intérêt des personnes concernées, parce qu'il y a un problème de rapport démographique, et que aujourd'hui, la SNCF, c'est 1 cotisant pour 2 retraités, mais peut-être demain, ça sera 1 cotisant pour 3 ou 4 retraités. Mais vous ne trouvez pas qu'on prend le problème à l'envers? Pourquoi on ne décide pas de mener une politique qui favorise l'entrée sur le marché de l'emploi des jeunes? Attendez, mais à la SNCF, on va créer des emplois. Non, mais on va créer. On a supprimé 150 000 emplois dans les 10 dernières années. Donc forcément, il y a un problème de oui, parce que ça correspond à la réalité économique. Il n'y aura pas de conducteur et qu'il n'y aura plus de personnel dans les trains. Je voudrais terminer. Donc, des régimes différents, 42 régimes, c'est la négation de toute évolution de l'économie et du fait que les rapports démographiques à l'intérieur des professions, les professions changent, plus on a une base... Alors moi, je suis favorable à la solidarité, plus le régime est universel, plus il y a une base de solidarité et plus il y a des chances de pouvoir maintenir ces retraites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans un régime universel, dans un régime à points, il peut parfaitement y avoir des différences de situation en fonction, et notamment de bonification des points, en fonction de la pénibilité. C'est absolument pas incompatible. Dans le régime actuel,
qui existent. Il y a déjà des différences avec des points supplémentaires pour les congés maternité, etc. Donc, ou pour les périodes de chômage qui sont compensées. Ça n'inclut pas la création d'un régime par catégorie de profession. C'est Patrick Cohen hier que j'ai entendu, qui est journaliste, un confrère qui disait un comptable du privé part à 62 ans alors qu'un comptable de la SNCF part à 57 ans. Est-ce que le métier de comptable de cheminot est plus pénible que le comptable traditionnel? Non, je crois que c'est clair. Évidemment, mais encore une fois, c'est clair. Attendez, mais même les syndicats disent qu'il faut réformer et qu'il faut faire évoluer un certain nombre de choses. Tout le monde y est favorable, mais évidemment qu'il y a des choses qui paraissent aberrantes. Le fameux exemple aujourd'hui qui est dans les éléments de langage de cette majorité où il prend l'exemple du chauffeur de bus à Paris avec le chauffeur de bus du Havre. Évidemment qu'il y a des incohérences, évidemment qu'il faut réformer. Et encore une fois, tout le monde est favorable à une réforme. Encore une chose quand même, le gouvernement. Ça se voit pas. Excusez-moi, mais ça se voit pas. Tout le monde le dit, mais regardez, les syndicats vous le disent. Il y a les actes. Et en acte, non seulement tout le monde le dit, mais en plus de ça, il y a des propositions. Il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui les syndicats n'ont pas de propositions à mettre sur la table et que même les politiques alternatives n'ont pas de propositions à mettre sur la table. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ces propositions qu'il n'y a pas des propositions alternatives. Donc il y a des solutions alternatives. Quand même, une dernière chose qui risque de cliver quand même fortement à travers les annonces qui vont avoir lieu demain dans la bouche du Premier ministre. Quand même cette histoire d'âge pivot à 64 ans. J'ai entendu hier la députée Aurore Berger nous expliquer que sans doute il allait y avoir un âge pivot, sans doute serait-il acté à 64 ans et que donc du coup pour toucher une retraite à taux plein, il faudrait partir à 64 ans. Qui, aujourd'hui, peut se permettre d'aller jusqu'à 64 ans, notamment dans les professions qu'on vient d'évoquer, qui sont des professions de pénibilité? On nous explique que les femmes vont être les bénéficiaires de cette nouvelle réforme. Qui a des carrières hachées aujourd'hui, si ce n'est les femmes, et qui souvent sont souvent les plus propices à arriver au chômage à partir de 55 ans et plus. Donc, ceux qui vont évidemment pouvoir travailler jusqu'à 64 ans, c'est nous qui sommes autour des tables, là, qui sont des professions intellectuelles, qui pouvons effectivement se permettre d'avoir le choix, la liberté de partir après 64 ans. Mais ma mère qui est aide-soignante, jusqu'à 64 ans, je ne la vois pas porter des corps qui sont dans des hôpitaux ou dans des cliniques. Ça n'est pas possible. Et donc ces gens-là, on leur dit, vous ne toucherez pas votre retraite à taux plein si vous partez avant 64 ans. C'est ça qu'on dit. C'est déjà des salaires de misère. On peut très bien avoir, et d'ailleurs ça a été dit, des systèmes à l'intérieur d'un système universel, général, on peut très bien avoir des régimes différents de bonification de points en fonction de la pénibilité. Vous créez des régimes spéciaux? Non, c'est pas un régime spécial. Mais non, parce qu'un régime spécial, c'est un financement, qui est fractionné. C'est pas du tout un régime spécial. On va se retrouver avec nos auditeurs, Pierre, Marie, qui attendent au 0826 300 300. On vous attend sur ce radio. Alors que la crise n'est pas encore terminée, on est dans un système mondialisé et que demain, on sera peut-être obligé d'aller faire grève parce qu'on ne voudra pas que les salaires baissent de 50%, mais de 20% pour les fonctionnaires. Voilà ce que je voudrais dire. Et il faut bien le comprendre. Alors, il y a plusieurs sujets. La question des points, c'est quand même une histoire de détail à plusieurs milliards d'euros. Après, effectivement, il y a une bulle qui est liée au taux d'intérêt très bas et on risque effectivement d'aller au-devant de problèmes macroéconomiques assez importants. Les deux sont liés, mais la réforme des retraites, c'est une réforme qui est très structurante. Et donc, effectivement, il y a vraiment matière à débattre. Moi, personnellement, je suis très inquiet de voir que les enseignants sont dans la détresse la plus totale, que dans les hôpitaux, on est très mal accueillis parce qu'on n'a pas les moyens matériels de le faire et qu'il y a une grande souffrance au travail, que les agriculteurs sont dans une grande souffrance. Je pense qu'il y a un vrai débat. Je pense effectivement qu'il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Je pense qu'effectivement le travail est de plus en plus précarisé et que par rapport à ça... Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Une fois qu'on a dit ça, on a besoin... C'est la question de la marge de manœuvre du gouvernement. Une fois qu'on a dit ça, pour pas tomber dans les débats caricaturaux, on a besoin d'avoir des syndicats et des partis politiques qui soient plus représentatifs. C'était la revendication parmi les revendications numéro 1 des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on a un problème de ce point de vue-là. Si la réforme... on a bien compris... Éric Julie. On a bien compris que la réforme ne pourrait pas s'appliquer, si on ne revalorisait pas la profession d'enseignant, les débuts de carrière, en tout cas des enseignants, et les professions hospitalières notamment. Si c'est le résultat, c'est de ça, ça sera une mesure c'est extrêmement positif. Il faut quand même le dire. On dit peut-être que l'État, ça ne va pas améliorer les finances de l'État, mais à tout le moins, c'est extrêmement positif par rapport à ces situations-là. Encore une fois, il y a ces problèmes-là qui sont liés au profil de carrière qui n'est pas le même que dans le privé. Et puis, il y a le problème des régimes spéciaux qui est un problème différent. Après, il y a comment, dans un régime global, on peut tenir compte des différences de pénibilité. Moi, je soutiens que ça
ça n'implique pas d'avoir des régimes spéciaux qui sont financés spécifiquement avec des cotisations spéciales et qui sont dangereux parce qu'ils reposent sur un rapport démographique qui peut changer à tout moment. On a Marie en ligne avec nous. Marie, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à vos intervenants. Bonjour. Voilà, je suis chef d'entreprise et j'ai vraiment l'impression qu'on est pris en otage par M. Martinez, par un peu son ego. Quoi vous dire, évidemment qu'il y a la pénibilité au travail, mais figurez-vous, moi j'ai 12 personnes, j'ai 12 employés, et c'est pas forcément les plus âgés qui se plaignent plus de la pénibilité. Voilà, moi j'ai un panel entre 30 et 58 ans. Voilà, la plus âgée à 58 ans, eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est les jeunes qui sont plus en arrêt de travail que les personnes. Moi, je pense que la pénibilité, bien sûr, qu'il y a des métiers où c'est un peu plus pénible, mais il y a des gens qui font du burn-out, il y a des gens qui font, vous avez des chefs d'entreprise qui font des ruptures d'anévrisme, parce qu'il y a aussi une surcharge. Donc, où est-ce qu'on va chercher la pénibilité? Moi, je pense que plus que pénibilité, c'est d'être heureux au travail. Moi, par exemple, la dame qui a 58 ans, elle est heureuse, elle est épanouie dans sa vie, elle vient travailler tous les jours. Là, c'est la première à être sur son lieu de travail alors qu'il y a des grèves. Et j'en ai une petite que je viens de recruter il y a plus d'1 an. Et voilà, elle renchine à venir travailler. Voilà, c'est juste un exemple. À la recherche du bonheur. Voilà. Il faut être, déjà, si on est heureux dans sa vie et qu'on est heureux au travail, c'est déjà énorme. Et là, je suis catastrophée parce que j'ai l'impression que ce monsieur Martinez est... Et voilà. Alors entre Martinez qui a un ego et aussi le gouvernement, alors que j'ai voté pour eux parce que j'ai voté pour Macron, voilà. Voilà. Vous regrettez aujourd'hui? Il n'a pas un problème d'ego, Macron, lui. Vous regrettez ou pas d'avoir voté? Alors oui, je regrette parce que je vais vous dire, je voulais vous en faire part. Figurez-vous qu'une équipe de Macron est passée dimanche et mon bureau était ouvert dimanche, donc ils m'ont laissé un prospectus. Donc aujourd'hui, figurez-vous, dans le mardi 10 décembre 2019 à 19h30, espace Batignolles, 18 rue des Condamines, pour le citer, Monsieur Stanislas Guérin, député de la 3e circonscription. Alors, une réunion pour parler des retraites. Alors, ils n'auraient pas pu le faire avant. On le fait aujourd'hui, en pleine grève, non mais voilà, ils s'y prennent comme des manches. Hors sol, j'ai l'impression que voilà, ça a été voilà, ils s'y prennent comme des manches, ils bloquent toute l'économie, tous les petits commerçants, nous tous, et voilà, oui, je suis en colère contre eux, Merci, merci beaucoup, merci de votre appel. La marge du manœuvre du gouvernement, quelle est-elle? Elle est assez simple, c'est même le corps qui le dit, le Conseil d'orientation pour les retraites, qui l'explique qu'il n'y a pas d'urgence à réformer aujourd'hui le système de retraite. Encore jusqu'à l'année dernière, le système, la caisse de retraite du régime général était à l'équilibre. Certes, il va y avoir un déficit dans les années à venir, mais il faut savoir aussi que l'État français a su anticiper. Il y a un fonds de réserve qui s'élève à plus de 150 milliards d'euros. Parce qu'il y a des réformes qui ont été faites précédemment. Mais qui a fait le fonds de réserve pour les retraites, si ce n'est le gouvernement du Lionel Jospin, qui a aussi créé les 35 heures. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, aujourd'hui, compte tenu du climat social, de la tension sociale, je pense qu'il serait sain que ce gouvernement décide... Cède. Retire son projet. J'ai envie de vous dire, ce serait jamais 203. Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il a cédé sur la taxe carbone, il a cédé sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Là, on est sur un sujet. Là, il joue son quinquennat. C'est un sujet beaucoup plus important. Votre auditrice avait raison tout à l'heure de dire, c'est trop structurant, ça va impacter la vie des gens et pour plusieurs générations, un référendum à minima. Si ce n'est un retrait de la réforme, me paraît nécessaire. Le problème, un des problèmes du gouvernement, outre le fait qu'il s'y est, à mon avis, mal pris, c'est qu'en fait, on est parti effectivement sur une réforme qui était conçue dans une période où on se disait on n'a pas de problème financier à court terme et on réfléchit pour l'avenir et qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en réalité, on aura un problème financier avant et que donc on balance entre les mesures dites paramétriques dans le nouveau langage et la réforme du système et que la coexistence ou la cohabitation des deux va être extrêmement délicate. Ça fait une réaction chimique qui met les gens dans la rue. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff et on se retrouve demain à 10h. Très bonne journée à vous sur Antenne de Sud Radio.